Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Élise, à Stanislas, à l'ensemble des équipes du CESEN d'organiser cette conférence. Et très heureux de pouvoir y présenter et d'être dans un lycée, voilà, pour avoir ce moment de partage avec vous. Donc moi, je vais me focaliser sur un travail sur les compétences socio-comportementales que nous menons principalement avec Élise. Je vais premièrement vous présenter qu'est-ce qu'on entend par les compétences socio-comportementales. Stanislas en a déjà un peu parlé, Élise, Carlo, mais vous redonner un peu quelques éléments de contexte en essayant en particulier de vous montrer une spécificité française. Et puis surtout, dans une deuxième partie, je vais insister, je vais essayer de partager avec vous sur l'importance de développer ces compétences. Tout d'abord, alors ce qu'on appelle le triple dividende. Alors, je suis désolé, hein, je suis économiste, donc j'utilise le terme de dividende, mais donc le triple bénéfice, si vous préférez, aussi bien sur la réussite scolaire des élèves, mais aussi ensuite sur leur insertion professionnelle et plus généralement l'impact sociétal, si on veut construire une société résiliente, une société de confiance, former très tôt nos jeunes enfants sur ces compétences est un enjeu assez crucial. Et puis, on conclura sur quelques recommandations, et en particulier sur des mises en place d'interventions dans la lignée de celles que vous a présentées Carlo, mais en travaillant plus avec les professeurs. Donc tout d'abord, sur ces compétences socio-comportementales ou alors psychosociales, c'est effectivement des grands mots qui sont utilisés avec beaucoup d'hétérogénéité. Je vais simplifier, peut-être trop à l'extrême, mais pour illustrer le propos en les distinguant en deux grands champs. Vous avez le premier champ que nous, on qualifie de compétences comportementales. On est plus dans le rapport à soi. Là, on va travailler sur les questions d'estime de soi, d'optimisme, de compétences. Mais j'aimerais insister sur deux choses très importantes. L'esprit de développement. Carlo vous en a déjà parlé. Les questions de growth mindset, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Est-ce que vous pensez que l'intelligence est innée, tombe du ciel? Dit autrement, est-ce que vous pensez que vous êtes nul en maths par essence? D'accord? Ou est-ce qu'au contraire, l'intelligence, c'est comme un muscle, ça s'exerce, au fur et à mesure, les neurones se connectent, se développent, et vous n'avez pas du tout de vision fataliste. Deuxième dimension de ces compétences comportementales, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est locus de contrôle, c'est très lié. Est-ce que vous pensez que votre réussite scolaire est le fruit de vos efforts ou est lié, d'une certaine façon, à des éléments extérieurs, par exemple, en particulier, vos éléments familiaux ou autres circonstances. Et c'est d'autant plus important dans un contexte là, de débat sur les inégalités sociales que, comme a pu vous le montrer Carlo, dès le CP, en fait, sur ces questions de growth mindset, vous avez, ou d'esprit de développement, des grandes différences en fonction du niveau d'éducation ou d'occupation des parents. Sur cette dimension-là, la France accuse un très grand retard. Là, je vous montre l'évaluation dans PISA. Alors, on va avoir la nouvelle mouture de PISA, je pense, d'ici fin de semaine ou semaine prochaine, où on aura des éléments sur la réussite scolaire, mais aussi sur des éléments de compétences socio-comportementales. Bien sûr, on n'est pas très bon en termes de réussite scolaire, mais on est un peu dans la grosse moyenne. Alors, aucune raison de jouer les cocoricots, mais on n'est pas dernier. Là où on est dernier, c'est sur le déterminisme social. Donc là, effectivement, on a une vraie problématique. Mais quand on essaye d'expliquer d'où vient ce déterminisme social, pour nous, il est fondamentalement lié justement à cet autre volet qui est sur les compétences comportementales. Et la prochaine enquête de PISA va apporter des nouveaux éléments. Alors, je n'ai pas les résultats encore, mais en tout cas, je sais qu'il y aura une partie sur les compétences socio-comportementales. Et vous voyez là, sur la partie un peu de growth mindset, d'état d'esprit de développement, je vous représente l'ensemble des pays de l'OCDE lors de la dernière enquête de 2018. Et ce que vous voyez, c'est l'écart à la moyenne. Donc, si c'est positif, si c'est au-dessus de 0, ça veut dire que les élèves de 15 ans ont un esprit de développement dans ce pays supérieur à la moyenne. Et inversement, lorsque vous êtes négatif, ça veut dire que vous êtes en dessous de la moyenne. Et on constate à chaque fois qu'il y a une très grosse fraction. Donc, la France, ici, est enfoncée. On est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. On est bien dans le dernier quart. Et une fraction essentielle des Français, de nos jeunes, sont persuadés d'être, en fait, que l'intelligence est innée et d'être mauvais en maths par nature. Et ça, c'est un véritable problème.
Je prendrai une comparaison avec la natation. Si vous apprenez à des jeunes enfants à nager en les plongeant dans une piscine et en leur disant « de toute façon, vous allez couler, quels que soient vos efforts », ils vont couler. C'est exactement la même chose. Si vous leur dites qu'ils sont nuls par nature en mathématiques et qu'il y a strictement, quels que soient les efforts à accomplir, ils ne pourront pas améliorer leurs résultats, ça ne sert à rien de rajouter des heures de mathématiques à quels que soient les niveaux. Donc, encore une fois, on ne dit pas qu'il faut uniquement insister là-dessus. Les compétences socio-comportementales et les compétences académiques, renforcer les compétences académiques, les savoirs fondamentaux sont absolument cruciaux. De la même façon, peut-être que le dédoublement des classes était absolument essentiel. Notre seul point, c'est de dire qu'il faut marcher sur différents piliers. Et lorsque vous rajoutez des heures, d'accord, uniquement académiques, il faut aussi changer un peu le mindset des enfants pour qu'ils aient le goût de l'apprentissage et qu'ils se disent que ça sert à quelque chose. Donc on le retrouve sur ces compétences compétences comportementales, une spécificité française un peu dans toutes les dimensions. Là, j'ai insisté sur le growth mindset parce que vous allez voir, c'est vraiment une dimension très très importante. Mais lorsque vous les interrogez sur leur anxiété, sur leur perception de leurs compétences en mathématiques, leur esprit de persévérance, locus de contrôle, lorsque vous les comparez avec un certain nombre de pays de l'OCDE, à chaque fois, on est classé moins bien. Donc là, ce que je vous représente en noir, à nouveau, c'est lorsque vous êtes en dessous de la moyenne, ça veut dire que vous avez un niveau plus faible. Donc en anxiété, on est au-dessus de la moyenne. La France est en noir par rapport à des pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou les pays du Nord. Mais sur les questions de perception de compétences, locus de contrôle, persévérance, on est toujours nettement en dessous de la moyenne par rapport à l'ensemble des pays. Donc voilà pour ce que j'appelle les compétences comportementales. Sur les compétences sociales, donc deuxième dimension très importante, là on est plus dans le rapport aux autres. Quel est votre degré de confiance dans les autres? Quel est votre degré d'empathie? On insiste surtout dans tous ces travaux sur quelle est votre capacité, on qualifie ça de perspective taking, c'est-à-dire quelle est votre capacité à prendre la perspective de l'autre et à comprendre les intentions des autres. D'accord ? Ça, c'est une seconde dimension absolument essentielle. Et là, on va vous montrer dans un instant pourquoi c'est essentiel. Mais là, encore une fois, la France est vraiment très particulière. Je vous représente ici les résultats de l'enquête PISA. Donc, on avait beaucoup documenté avec Élise dans une note du Conseil d'analyse économique avec Corinne Prost en 2018. Où vous avez l'écart à la moyenne de l'indice de coopération de l'OCDE. Alors cet indice de coopération vraiment regroupe différentes dimensions d'activité en classe. Déjà votre niveau de confiance dans les autres élèves, dans l'institution, mais aussi par exemple la fréquence avec laquelle vous travaillez collectivement à résoudre des problèmes, en particulier en mathématiques. Et là, en fait, on n'est pas avant-dernier, on n'est pas avant-dernier. On est dernier, mais de tous les pays de l'OCDE et de très loin. Donc c'est ici, hein, en rouge. Et ça doit vraiment nous interpeller. C'est quelque chose qui ressort aussi d'autres types d'enquêtes, en particulier les enquêtes Teams ou Pearls, qui rentrent plus précisément sur l'activité pédagogique. Qu'est-ce que font les enseignants pendant une heure de classe et qu'est-ce qu'apprennent les élèves? Et très tôt, on voyait que la France décrochait avec à peu près 2/3 de jeunes adolescents à l'âge de 15 ans déclarant, ou d'adolescentes déclarant passer, donc les 2/3 déclarant passer pratiquement l'entièreté de leur temps à plus prendre des notes et à ne jamais travailler en groupe. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps travailler en groupe. Plein de pays aussi utilisent des méthodes avec un enseignement relativement magistral. La question, c'est celle de l'équilibre entre les différentes méthodes. Et là, la France accuse une certaine singularité. Donc pourquoi est-ce qu'on se focalise sur ces compétences ? Parce qu'elles sont, alors on ne va pas dire que c'est des compétences miracles, encore une fois, on va revenir sur les questions de savoirs fondamentaux, elles ne se substituent pas, mais elles sont extrêmement complémentaires. Pour expliquer tout d'abord la réussite scolaire, et puis après, plus généralement, la réussite en tant que citoyen et tout au long du cycle de vie de ces jeunes enfants. Donc tout d'abord, du point de vue de la réussite scolaire, vous avez maintenant un très grand nombre de travaux de recherche qui montrent
vraiment les bienfaits d'intervention sur ce qu'on appelle l'esprit de développement. Donc c'est une littérature très riche, en particulier donc, dans les pays du Nord, en Norvège, mais en particulier aux États-Unis, avec des travaux un peu fondateurs de Jaeger et de co-auteurs, qui montrent que sur des grands échantillons représentatifs d'élèves de 3e, le fait d'avoir des choses spécifiquement sur l'esprit de développement augmente vraiment la réussite scolaire. Alors, comment est-ce que vous intervenez? En fait, c'est assez simple. Hein. C'est, par exemple, ne serait-ce que de montrer au départ une vidéo sur la façon dont le cerveau fonctionne. D'accord? Et donc, vous avez cette comparaison. Tout d'un coup, on voit un cerveau qui, comme un muscle, lorsque vous l'entraînez, petit à petit, fait des connexions et se développe. Mais rien que ça change l'état d'esprit. Hein. Et c'est une spécificité de l'ensemble de ces études, c'est que vous voyez, les interventions sont souvent très soft, très légères, mais changent radicalement la perspective. On a étudié avec Coralie, Adrien, Élise et d'autres co-auteurs une intervention aussi en France sur un dispositif qu'on appelle Énergie Jeune. C'est une association. Donc, c'est dans des activités extrascolaires qui intervient pour, avec en général plus des professionnels, des personnes en emploi, en entreprise ou autres qui viennent sur des activités extrascolaires, qui essayent justement d'avoir un peu un discours inspirationnel. Ça ressemble un peu aux zéros de la réussite, qui vous montrent qu'on peut réussir. Et puis, c'est là où il y a eu déjà quelques premières vidéos sur l'état d'esprit de développement. Et on montre que juste 12 sessions animées par cette association de la 6e à la 3e a un effet positif sur les perceptions, des chances de réussite, le comportement et les résultats scolaires. Alors on ne trouve pas des effets aussi remarquables que l'on aurait espéré en termes de magnitude. Je reviendrai là-dessus. Ça montre aussi l'apport de la recherche. C'est de se dire, il n'y a pas de recette miracle, mais quand on trouve que des résultats ne sont peut-être pas aussi importants que d'espérer, peut-être qu'il faut changer un peu le protocole. Là, vous voyez, en général, ces interventions sont souvent soit sur les élèves, soit à l'extérieur de l'école, mais pas directement sur les professeurs. Et je reviendrai sur une dernière intervention qu'on essaye de faire, c'est de changer directement les pratiques pédagogiques des enseignants, en particulier sur les problématiques d'esprit de développement. Deuxième dimension sur laquelle j'aimerais insister, c'est plus des interventions sur les compétences sociales. Donc encore une fois, il est possible de les développer. Et dès le premier âge, d'ailleurs à tout âge, vous avez beaucoup de littérature qui vous montre que ces compétences sociales, même si c'est mieux de les développer dès la prime enfance, peuvent se développer tout au long du cycle de vie. Et là, on commence à avoir à nouveau un certain nombre d'études qui vous montrent tout le bienfait du développement de ces compétences. Alors, j'en citerai, je me focaliserai sur une étude récente que nous avons publiée sur une expérience de Montréal qui se focalise sur des jeunes enfants qui, à l'âge de 6 ans, à Montréal, sont détectés par les familles et par les enseignants comme ceux présentant le plus de déficit de compétences sociales. D'accord? Donc, en particulier, avec même des comportements un peu d'agressivité, des lacunes aussi à se réfréner, à se discipliner. Et ça venait du fait que c'était souvent de jeunes enfants qui eux-mêmes avaient été victimes de violences. D'accord? Donc, on parle vraiment du quart des enfants qui étaient le plus victimes de violences et donc qui avaient tendance à tout le temps mal interpréter les intentions des autres. Donc typiquement, ils sont bousculés dans une salle de classe ou dans une cour. Nécessairement, ils l'interprètent comme un acte malveillant. Et donc, ils se mettent à réagir de façon agressive. Et la personne qui avait développé ça, donc Richard Tremblay, était un psychologue qui, après, a eu une trajectoire qui a commencé de façon... qui était plus au départ comme éducateur dans des prisons pour adolescents, et qui a commencé à développer... je donne cet exemple-là parce que ça vous montre bien l'importance du mindset, qui déjà s'est dit qu'il fallait intervenir beaucoup plus tôt, et qui a commencé à développer aussi certaines pratiques. Et je vous donne juste un exemple sur une pratique qui a été après reprise dans ce qu'on appelle la Cognitive Behavioral Therapy, sur le jeu de la balle. Vous prenez donc avec des jeunes de 15 ans à 17 ans,
dans des lieux spécialisés, relativement violents. Vous prenez un éducateur, et l'éducateur a une balle dans la main, et vous dites à ces jeunes adolescents, vous pouvez utiliser tous les moyens que vous voulez pour récupérer la balle. Donc, utilisez ce que vous voulez. Alors là, ils se donnent à cœur joie, torsion du dorsal, clé de bras, etc. L'éducateur, en général, est assez costaud et garde la balle. Et à la fin, il se tourne juste vers les adolescents en disant « Mais il n'y a qu'une chose que vous n'avez pas demandé. » À votre avis, c'est quoi? Voilà. Alors vous avez des compétences sociales très développées. Voilà. Il suffisait juste de dire « Est-ce que tu peux me donner la balle ?» Et là, en fait, les adolescents changent de mindset. J'insiste juste sur cet exemple. Il n'est pas à propos parce que on ne va pas parler là de jeunes ensuite qui sont dans cet état, à ces niveaux de violence, mais pour bien insister que c'est parfois des interventions très légères, mais qui vous changent votre état d'esprit. Et à partir de ça, donc lui a voulu développer une expérimentation à Montréal où il travaille énormément sur des interactions, sur des jeux de rôle, à 2 ou à 3. C'est aussi un peu ce qui est repris maintenant, par exemple au Danemark, sur les problématiques de harcèlement, comment vous mettez en situation dans des situations sociales conflictuelles. Donc typiquement, voilà, je suis bousculé dans la cour d'école, qu'est-ce que je fais? Déjà, je ne réagis pas, je compte jusqu'à 10, je respire, et puis après, comment est-ce que j'interprète la volonté de l'autre? Est-ce qu'il avait de mauvaises intentions ou pas? Et puis après, j'essaye de trouver une solution non agressive à cette situation. Et puis petit à petit, on travaille vraiment sur des jeux de coopération. Donc vous voyez, c'est des choses assez légères et qui s'avèrent être assez remarquables ensuite sur le développement des enfants. Tout d'abord, je vous montre l'impact ici. Alors je ne sais pas si vous le voyez très très bien, mais vous pouvez vous concentrer sur le graphique tout en haut, en droite. On distingue le groupe d'enfants qui ont reçu cette formation entre 7 ans et 9 ans d'un groupe de contrôle qui ne l'a pas reçu. D'accord ? Donc on tire au sort pour être sûr que les deux groupes ont des caractéristiques comparables. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que vraiment le niveau de confiance du groupe traité qui reçoit ces compétences se met à vraiment progresser énormément. Et puis on les suit. Donc ça a été le fruit de notre rencontre. Donc moi, j'étais un peu jeune dans les années 80, mais lorsque je l'ai rencontré, le but a été ensuite d'appareiller cette expérience avec des données administratives de Statistique Canada, donc l'Institut statistique du Canada, où on a vraiment l'ensemble des descriptions sur leurs revenus, sur leurs résultats scolaires, sur est-ce qu'ils ont eu un épisode de criminalité ou pas. Et on s'aperçoit déjà sur les résultats scolaires vraiment un impact absolument remarquable, avec une hausse de 14 points de probabilité d'obtenir un baccalauréat par rapport au groupe qui n'a pas reçu ce type de formation, d'accord ? Donc c'est vraiment colossal. Et puis ensuite, au cours, plus en termes d'insertion professionnelle, on montre par exemple que vous avez une augmentation des revenus annuels du travail de 20% pour le groupe de traitement en bleu par rapport au groupe de contrôle en rouge. Donc avec une augmentation très forte des revenus annuels, c'est le graphique tout à droite. Je vais pas commenter la barre en vert, mais donc vous voyez le groupe bleu qui a reçu ce coaching a vraiment des revenus plus élevés. Et puis vous avez des baisses du taux d'inactivité, une baisse du fait de recevoir plus des transferts sociaux. Et in fine, je conclus par ce point, ça a un bénéfice aussi pour la société très fort. Tout d'abord parce que les taux de criminalité baissent, parce que vous avez aussi des personnes en bien meilleure santé, mais plus généralement aussi parce que ensuite la trajectoire sur le marché du travail permet d'être beaucoup moins sur des prélèvements sociaux et avec des rémunérations plus élevées. Et in fine, on conclut que le fait d'investir $1 à l'âge de 8 ans rapporte $11 à 39 ans, donc ça a un rendement très très élevé. Alors c'est peut-être une approche très économique, mais d'un point de vue d'un décideur public de savoir où mettre de l'argent quand on a des rendements aussi élevés, c'est très important. Et plus généralement, Stanislas en a parlé, ça a aussi après un impact sur comment est-ce que je crée une société avec des jeunes qui ont plus confiance et qui ont l'habitude de coopérer. Alors en termes de recommandations,
j'aimerais juste insister sur un point. Sur un programme, on a essayé de se dire, mais avec toutes ces recherches, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un programme un peu idéal de formation, mais qui soit de formation directement des enseignants? Vous voyez, si je reviens sur Énergie Jeune, ce dont je vous ai parlé, on trouve des résultats quand même très intéressants, mais un peu frustrants sur l'impact. L'une de nos hypothèses, c'est peut-être que ces interventions avaient lieu à l'extérieur de la classe. Si on ne change pas la posture pédagogique des enseignants eux-mêmes, si on ne les entraîne pas eux-mêmes dans leur posture à développer l'état d'esprit de ce qu'on appelle le growth mindset, si on ne les apprend pas à travailler sur la coopération sur des microstructures, on aura du mal vraiment à changer ensuite ces compétences chez les enfants. Donc on a designé, on a mis en place une grande expérimentation qui s'appelle Motivation, qui permet de donner vraiment une mallette des parents, clé en main. Par exemple, comment je fais travailler en groupe mes élèves en regardant le programme de CP, dans l'apprentissage de la lecture, le premier fera le sujet, je, le deuxième fera le verbe, le troisième fera l'adjectif. Ils sont obligés de s'écouter et ils apprennent. Alors, je ne vous révèle pas tout et je ne vous donnerai pas cette mallette tout de suite parce qu'on est encore en train d'expérimenter. Je ne vous donnerai pas les résultats non plus, parce qu'autrement, mes camarades diront que je suis ascientifique et il faut attendre la fin des évaluations, mais c'est plutôt positif. Voilà, je resterai juste à ce niveau-là et on va essayer un peu de l'élargir ensuite à d'autres académies. Ça s'est fait avec l'Académie de Paris et de Versailles pour le moment. Voilà, donc on a besoin de vous, enseignants, on a besoin de professeurs, on a besoin de chercheurs et on a besoin du conseil scientifique pour pouvoir élaborer ce type d'expérimentation. Merci.